Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, un sujet d'une complexité absolue qu'on va traiter ici à la manière d'un documentaire. Gardez en tête ces paysages urbains familiers, car nous allons décortiquer ensemble un rapport exhaustif qui met en lumière des failles de sécurité béantes à l'échelle européenne. C'est une plongée fascinante et parfois déroutante dans les rouages d'un système qui est aujourd'hui sous une pression monumentale. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de déconstruire de manière totalement neutre et objective ce que les documents sources qualifient de fraude à l'asile. L'idée, c'est vraiment de voir ce que ces rapports ont dans le ventre sans aucun parti pris, en examinant étape par étape comment des failles institutionnelles sont exploitées au quotidien. Voici le programme. On va passer en revue l'aveuglement institutionnel, le poids des obligations légales, le mur de la vérification, la fraude industrialisée, ce que le rapport appelle la bombe à retardement, et enfin l'impératif biométrique. C'est parti! On commence tout de suite avec notre première partie, l'aveuglement institutionnel. Alors, est-ce un défaut du système ou une simple négligence? On se pose tous la question, avec un tel afflux, pourquoi les institutions rament-elles autant pour filtrer les demandes? Eh bien, le document source est catégorique, ce n'est pas juste un manque de volonté ou de la négligence humaine. En fait, les auteurs décrivent l'incapacité systémique d'une machine administrative qui a été pensée pour un temps de paix. Et aujourd'hui, cette machine doit faire face à une fraude qui est devenue mondialisée et totalement industrialisée. En gros, nos structures actuelles ne se sont tout simplement pas taillées pour ce nouveau paradigme. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, le poids des obligations, qu'on pourrait aussi appeler le goulot d'étranglement légal. Le vrai point de blocage, il se trouve du côté du droit. Prenez des organismes comme l'OFPRA, par exemple. Ils sont pieds et poings liés par la Convention de 1951 qui interdit strictement les rejets automatisés ou groupés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que chaque dossier, même le plus suspect, exige une évaluation individuelle approfondie. Du coup, une fraude qui crève les yeux se transforme en un séjour prolongé, le temps de mener des entretiens interminables et de respecter toutes les procédures d'appel. C'est un engrenage. On passe à la troisième partie, le mur de la vérification et cette fameuse asymétrie technologique. Et là, on assiste à un véritable choc des mondes, une sorte de David contre Goliath à l'envers. Le rapport pointe du doigt ce qu'ils appellent l'illusion high-tech de pays comme la France, qui investissent des milliards dans l'intelligence artificielle ou le quantique, mais en face, vous avez la réalité analogique des pays d'origine comme le Népal. C'est fou quand on y pense, nos IA ultra puissantes se cassent littéralement les dents sur des registres locaux qui n'existent qu'en format papier, et sur des tampons administratifs souvent illisibles à cause de la barrière de la langue. Et ça illustre à merveille cette rupture totale de communication. La déconnexion est absolue. Il n'y a aucun pont numérique entre une administration locale népalaise qui tourne encore aux archives physiques et nos services d'immigration ultra connectés. Résultat des courses, la vérification finale, celle qui compte vraiment, reste tragiquement manuelle. Abordons maintenant la partie 4, l'industrialisation de la fraude via les réseaux intelligents. Les documents démystifient complètement ces réseaux, en détaillant un processus redoutable en 4 étapes. 1. Le nettoyage numérique, on efface toute trace sociale du candidat. 2. Le marché des preuves, où l'on achète de faux rapports de police. 3. Le coaching, avec des histoires apprises par cœur. Et 4. La performance théâtrale devant l'agent de l'immigration. Vous l'aurez compris, on est passé d'une démarche de détresse personnelle à un produit de consommation courante parfaitement formaté. Bien sûr, derrière ces processus froids, il y a une réalité humaine bien rodée. Les rapports soulignent que ce sont très souvent des vétérans du système qui forment les nouveaux arrivants. La stratégie est presque mathématique. Le but, c'est de présenter des profils tellement lisses, tellement parfaits, qu'ils finissent par convaincre des agents d'évaluation qui, de toute façon, sont déjà submergés par le volume des dossiers. Juste un petit rappel rapide ici. Le règlement de Dublin, c'est cette règle européenne qui veut que le premier pays de l'Union dans lequel entre un demandeur soit celui qui traite sa demande. C'est le pilier du système. Sauf que, devinez quoi? Les réseaux criminels ont trouvé la faille et démonté ce pilier pièce par pièce. L'évasion tactique est super bien documentée. On utilise des visas saisonniers pour entrer légalement, on traverse les frontières par voie terrestre pour ne laisser aucune trace de vol, et une fois sur place, on procède à de faux changements d'identité. Ni vu, ni connu. Mais l'analyse va encore plus loin et soulève un vrai tabou macroéconomique, notre dépendance silencieuse. Le paradoxe, c'est que des pans entiers de l'économie européenne, comme le bâtiment ou la restauration, carburent grâce à cette main-d'œuvre informelle, captive, qui attend la fin de ses recours. Cette réalité du terrain paralyse politiquement le système qui finit par s'accommoder de cette zone grise. On arrive maintenant à un point particulièrement lourd de conséquences, la partie 5, une bombe à retardement, ou le catalyseur sécuritaire. Accrochez-vous bien, parce que ce chiffre mis en avant par les documents donne le vertige. 15 000. C'est le nombre ahurissant de prisonniers qui se sont volatilisés de 28 prisons différentes lors des manifestations de la génération Z en Asie du Sud.
C'était en septembre 2025. Et pour couronner le tout, un autre chiffre tout aussi glaçant. 5000. C'est l'estimation du nombre de ces criminels de haut vol directement liés au crime organisé qui étaient toujours dans la nature en mars 2026. En fait, l'effondrement de l'état de droit à l'autre bout de la planète devient instantanément un risque chez nous. Le rapport explique comment ces fugitifs très spécifiques utilisent justement les réseaux de fraude dont on vient de parler. Puisqu'on ne peut pas vérifier leurs antécédents avec leur pays d'origine, ils réussissent à s'inventer de nouvelles identités, se faisant passer pour des victimes de persécutions politiques. Le document synthétise cette bombe à retardement en 3 piliers majeurs. 1. Le péril sécuritaire, avec le grand banditisme qui s'installe discrètement. 2. La déchirure sociale, parce que cette fraude industrielle discrédite complètement les vrais réfugiés qui fuient de réelles persécutions. Et 3. Le naufrage de l'état de droit, puisque les fonds publics, à travers les aides distribuées, finissent indirectement par subventionner l'impunité criminelle. Le constat est sombre, c'est certain. L'incapacité de nos institutions à faire le tri entre une criminalité importée et une véritable demande d'asile ne fait pas que surcharger les tribunaux. Selon les sources, cela menace carrément les fondements de la société et fait voler en éclats la confiance du public envers l'État. Ce qui nous amène inévitablement à la conclusion de ce rapport, la partie 6, l'impératif biométrique vers une solution intégrée. Alors on fait quoi ? Pour les experts, la réponse n'est pas qu'un simple ajustement des lois. C'est une révolution technologique pure et dure. Face à l'agilité de ces réseaux internationaux, la solution prônée est radicale. Il faut déployer des systèmes de vérification biométrique unifiés partout. Et enfin construire ces fameux ponts numériques avec les pays d'origine. Bref, sortir enfin de l'âge de pierre administratif. Pour terminer, gardons en tête cette citation percutante tirée des documents. L'asile ne peut survivre que si la vérité peut être prouvée. C'est une phrase qui frappe fort. Comment équilibrer la protection absolue des droits humains avec le besoin vital d'une sécurité technologique infaillible? C'est le grand défi de demain pour notre démocratie. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage. On espère que ça vous a permis de voir plus clair dans ce dossier complexe. À la prochaine!